Bonjour à tous. Donc, comme prévu, je vais faire un cours sur la lettre 24 des lettres persanes de Montesquieu. C'est une lecture linéaire, mais agrémentée de choses et d'autres sur Montesquieu, les Lumières, le contexte de l'œuvre, ainsi que des remarques générales sur les lettres persanes, mais à vous de vous en servir pour faire vos fiches de révision et pour faire une lecture linéaire de cette lettre qui sera sur votre liste définitive. Donc on peut parler de Montesquieu pour commencer, puisqu'en introduction, il est toujours bon de rappeler brièvement qui est l'auteur, les grandes dates de sa vie, les grandes œuvres qui sont les siennes. Alors moi, je vais vous parler de Montesquieu un peu plus longuement, mais bon, lors de votre introduction à l'oral, vous n'êtes pas obligé d'être aussi long. En 10, 15, 20 secondes maximum, vous parlez de l'auteur. Donc Montesquieu, de son vrai nom, baron de Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, est né le 18 janvier 1689 au château de la Brède, près de Bordeaux, et il est mort le 10 février 1755 à Paris. Montesquieu appartient à une puissante famille de parlementaires de la Gironde, près de Bordeaux. Il fait lui-même des études de droit avant d'hériter de la charge de son oncle au Parlement de Bordeaux. À Paris, où il fréquente les salons, la publication des lettres persanes le rend célèbre. L'écrivain entre à l'Académie française en 1727. Or, les lettres persanes sont publiées anonymement en 1721. Mais c'est dans son château de la Brède et son immense bibliothèque que Montesquieu aime se retirer pour écrire. En 1728, il entreprend un long voyage à travers l'Europe, visitant l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Prusse, les Pays-Bas et l'Angleterre. Il multiplie les rencontres. Il s'informe partout sur les mœurs, la religion, l'économie, la politique. C'est ainsi qu'à la fin de sa vie, le romancier brillant s'est effacé devant l'historien qui s'use au travail pour achever son grand œuvre de l'esprit des lois. Montesquieu meurt quelques années plus tard, entouré de ses amis. Diderot suit son convoi funèbre. Alors, les lettres persanes, dès leur publication en 1721, connaissent un immense succès. Le roman par lettres permet à Montesquieu, vous le savez, de traverser toutes les formes d'écriture. Le récit de voyage, la réflexion satirique, le roman libertin aussi, et bien sûr le conte oriental. À travers le regard de ces deux voyageurs persans sur Paris et la société française, Montesquieu se moque du pouvoir et arrache le lecteur à ses préjugés. Montesquieu est également un penseur politique. C'est dans De l'esprit des lois que Montesquieu réunit les thèmes qui ont animé ses recherches et ses réflexions. Il s'interroge sur le pouvoir politique, sur les liens qu'il y a entre le type de gouvernement, les mœurs, le climat et l'économie d'un pays. Il est très précurseur de ce point de vue-là. La publication de L'Esprit des lois en 1748 entraîne une violente bataille. Dénoncé par l'Église, le livre est mis à l'index, c'est-à-dire interdit par le pape. Mais les philosophes le considèrent, selon l'expression de Voltaire, comme le code de la raison et de la liberté. À travers son œuvre, c'est une véritable réflexion politique que mène Montesquieu. L'écrivain exprime son opposition à la monarchie absolue, de manière ironique et légère dans les lettres persanes, de manière rigoureuse et théorique dans De l'esprit des lois. Il souligne la diversité des coutumes, des lois et des institutions, et les différentes formes de gouvernement qui leur correspondent. Aux yeux de Montesquieu, le meilleur système politique est celui de la monarchie modérée. Seule la séparation des pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire, peut assurer aux citoyens la liberté politique et le bonheur. Montesquieu montre ainsi une forme d'optimisme et une foi dans la raison qui permet à l'homme de s'affranchir des préjugés et de refuser l'autorité quand elle n'est pas juste ni raisonnable. Je rappelle donc peut-être ce point intéressant. Ces points philosophiques et politiques sont abordés de manière ironique et légère dans les lettres persanes, mais ces points sont vraiment abordés. Sans doute l'avez-vous vu à votre lecture du roman épistolaire. Donc voilà pour Montesquieu, comme ça vous le connaissez un peu plus intimement. Parlons maintenant des lettres persanes. Donc ce sont des remarques que vous connaissez, que j'ai répétées en cours, par lettre, enfin par mail, sur les cours que j'ai mis sur le Padlet, mais rappelons que Les Lettres persanes est un roman polyphonique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs narrateurs, puisque c'est un échange épistolaire, un échange de lettres entre différents écrivains. Malgré leur forme épistolaire fragmentée, les Lettres persanes sont à lire comme une espèce de roman, selon les mots de Montesquieu,
où, selon toujours les mots de Montesquieu, l'auteur s'est donné l'avantage de pouvoir joindre de la philosophie, de la politique et de la morale. C'est au début des lettres persanes, dans la préface qui est intitulée Quelques réflexions sur les lettres persanes, et qui a été ajoutée en 1754 par Montesquieu. L'œuvre est donc complexe. Derrière son exotisme de façade, cette œuvre invite à adopter un regard neuf, un regard éloigné sur la société et les mœurs, et à mener une réflexion dans les domaines les plus sérieux. De plus, le roman est enrichi par la présence de récits enchâssés qui fonctionnent comme des apologues, illustrant les théories développées dans les lettres. Le plus célèbre de ces apologues, vous le connaissez, c'est l'histoire des troglodytes, qui sert d'utopie pour montrer à la société du XVIIIe siècle une société idéale, en quelque sorte à laquelle les contemporains de Montesquieu pourraient tendre. Les lettres persanes sont à coup sûr une œuvre des Lumières. Les combats des philosophes des Lumières se reflètent dans les lettres persanes. En effet, le regard critique porté par les personnages des Persans invite à remettre en question les croyances et les superstitions. Montesquieu dénonce également les injustices comme l'esclavage et fustige l'intolérance religieuse et le despotisme en Orient, tout en établissant des parallèles avec l'Occident. L'évolution des personnages et la possibilité de réformer la monarchie montrent aussi la foi du romancier dans le progrès. Bien, je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler le contexte historique, le contexte des Lumières, mais en introduction, si vous pouvez glisser 2 ou 3 mots sur ce que sont les Lumières au XVIIIe siècle, ce sera sans doute bien vu. Donc voilà pour une biographie assez complète de Montesquieu, mais vous pouvez trouver tout ceci sur Internet. Intégrez-le, intégrez simplement les idées importantes. Voilà pour le contexte également des lettres persanes, ce sont des choses que j'ai souvent rappelées. Essayez de les dire en vos propres termes, de façon pertinente, plutôt que de réciter par cœur quelque chose que vous auriez appris. Donc à présent, parlons de la lettre 24, puisque c'est cette lettre-là que nous allons étudier en détail. Donc dans cet extrait, vous avez Rica qui découvre la France. Il est très étonné. Cet étonnement est un moyen, vous le savez, pour Montesquieu de souligner les aspects critiquables de la société, le mode de vie des Parisiens en l'occurrence, le pouvoir royal à la fin de l'extrait que nous allons étudier, qui est jugé excessif par Rica et vous savez, par le jeu de la double énonciation par Montesquieu. Rica, vous le connaissez dans cette lettre, c'est un jeune voyageur, il vient d'arriver à Paris et on note que c'est son étonnement qui prévaut, plus que son esprit critique, pour commencer. Il y a également dans ce texte de nombreuses références à l'Orient. Il est question des caravanes, du pas réglé de nos chameaux, des fameuses caravanes de chameaux. Clin d'œil à l'Orient, à l'exotisme attendu par les lecteurs du XVIIIe siècle. Il y a également dans ce passage un aspect très comique. On voit Rica bousculer dès le début de l'extrait. Il y a un aspect très caricatural, très visuel, qui permet dans un premier temps peut-être d'attirer l'adhésion du lecteur, en attirant son rire, pour ensuite, finalement sans transition, en venir à la critique du pouvoir excessif de Louis XIV. Donc le passage qui figurera sur votre liste et que vous devez étudier commence à « tu ne le croirais pas, peut-être », et il s'achève par la puissance qu'il a sur les esprits. C'est un texte que vous trouvez sur le Padlet, mais n'oubliez pas, ce n'est pas le texte entier que vous devez étudier, c'est la partie que je vais vous lire à présent. Donc en lisant, n'oubliez pas que la lecture expressive est très importante. Mettez les sentiments, imaginez un Rica étonné, outré parfois, et faites sentir peut-être l'aspect comique de certains passages de cette fameuse lettre numéro 24. Tu ne le croirais pas peut-être. Depuis 1 mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a point de gens au monde qui tirent mieux parti de leurs machines que les Français. Ils courent, ils volent. Les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien. Car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les pieds jusqu'à la tête, mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour, et un autre, qui me croise de l'autre côté, me remet soudain où le premier m'avait pris. Et je n'ai pas fait 100 pas que je suis plus brisé que si j'avais fait 10 lieues. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe.
Il n'a point de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. On lui a vu entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autre fonds que des titres d'honneur à vendre, et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'1 million d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de 2, il n'a qu'à leur persuader qu'1 écu en vaut 2, et il le croit. S'il a une guerre difficile à soutenir et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux, en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Bien, vous savez qu'après avoir introduit votre texte, après avoir lu de la façon la plus expressive possible, vous devez annoncer les différents mouvements du passage que vous allez étudier. Donc on va faire simple. Pour ce texte, je vous propose lignes 1 à 11, une première partie qui traite de l'agitation des Parisiens. Une partie plutôt comique, burlesque même, avec Rika, nous l'avons dit, qui est bousculé, qui va d'un endroit à l'autre, comme une boule de billard. Et ligne 12 à la fin, sans transition, eh bien, Rika passe à la critique du pouvoir royal, notamment le règne de Louis XIV. Et là, on sent, outre le regard étonné de Rika, l'ironie tout en subtilité de Montesquieu. Également, après avoir annoncé les mouvements de votre texte, vous devez bien choisir un angle d'attaque, une problématique, un projet de lecture. Choisissez votre problématique, qu'elle soit relativement large et simple, mais en même temps qu'elle ait trait aux enjeux principaux du passage que vous devez étudier. Alors je vous propose une problématique qui est volontairement large. Quel regard Rika porte-t-il sur la société française et comment Montesquieu se sert-il de ce regard pour aller jusqu'à critiquer le règne de Louis XIV? Vous voyez, rien de compliqué, quelque chose que vous auriez pu trouver vous-même. Alors, passons à la lecture linéaire de ces quelques lignes de la lettre 24. Déjà, parlons du fait que cet extrait appartient au genre épistolaire. C'est un roman épistolaire. Ça, vous pourriez également le dire en introduction. C'est un roman qui est composé de la correspondance de plusieurs personnes. Il y a la présence notamment dans cette lettre d'un destinateur, Rika, et de son destinataire, Ibben. On note également la situation d'énonciation qui est assez simple, un je qui s'adresse à un tu. Si je cite quelques expressions, tu ne le croiras pas peut-être, je n'ai encore vu. Donc ça rend ce texte relativement original, relativement ludique, intéressant à lire. Montesquieu ainsi fait un pas de côté et va se servir du regard éloigné, du regard naïf, innocent, au début de Rika pour critiquer sa propre société. D'ailleurs, l'intention de cette lettre, elle est donnée au milieu du texte que vous devez commenter, à la ligne 12, 13, 14. Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. En effet, Rika a écrit à Ibben pour lui décrire son voyage, pour lui faire partager ses impressions sur l'Europe. Et chemin faisant, eh bien, il critique le pouvoir monarchique de Louis XIV. Parce que vous savez que, certes, Ibben est le destinataire de Rika, mais grâce à la double énonciation, le lecteur du roman est le véritable destinataire de Montesquieu. Donc si on commence la lecture linéaire, avec la ligne 1 du passage à étudier, tu ne le croiras peut-être pas, depuis 1 mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne, etc., etc. Donc dans cette lettre, Rika va dresser un portrait des Parisiens, d'après son point de vue. C'est donc le point de vue d'un personnage étranger, oriental, qui va décrire la ville de Paris, les us et coutumes de ses habitants. On note d'ailleurs dans le premier paragraphe à étudier que l'Orient, les références à l'Orient sont très nombreuses. Ça permet de renforcer le point de vue de Rika, mais ça permet aussi également d'ajouter un côté exotique qui plaît beaucoup aux lecteurs de cette époque. Alors par exemple, ces références à l'Orient sont présentes dans la comparaison Paris est aussi grand qu'Ispahan, bien que ce passage ne soit pas à étudier précisément dans votre lecture linéaire.
Par contre, on a l'expression « le pas réglé de nos chameaux ». La périphrase également, les voitures lentes d'Asie, pour désigner les chameaux. Donc vous voyez tout un tas de références à l'Orient qui accentuent le regard éloigné et aussi le côté exotique et dépaysant de cette lettre. On a également une expression assez plaisante. Montesquieu va détourner l'expression « jurer comme un païen » en l'orientalisant. C'est relativement drôle quand Rica déclare « j'enrage comme un chrétien ». Lui qui est censé être, enfin lui qui est musulman, j'enrage comme un chrétien. Donc on a une expression plutôt plaisante. Donc on a un texte relativement satirique et même drôle, comique. L'étonnement de Rica est relativement important, profond. Il se lie grâce à plusieurs procédés stylistiques. D'abord l'ascendette, c'est l'absence de lien de coordination. Ligne 3, il court, il vole. Ça insiste sur l'impression de mouvement, un mouvement perpétuel. Vous trouvez également dans ce texte, notamment dans le premier paragraphe, puisqu'on l'étudie de façon linéaire, de nombreuses hyperboles. Le pas réglé de nos chameaux les ferait tomber en syncope. Vous avez également une hyperbole qu'on appelle un adynaton. Depuis 1 mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Ligne 12. Un adynaton, c'est une hyperbole tellement énorme qu'elle en devient inconcevable. Alors l'étonnement, la surprise de Rica dans cette première partie du texte est accentuée par les adverbes qu'on dit d'intensité. Si que, extrêmement. Le verbe croire également est répété à de nombreuses reprises. Ligne 1, tu ne croiras peut-être pas. Ensuite on a ne crois pas que. Le verbe étonner également est répété au moins une fois. Ce que je te dis ne doit pas t'étonner. Donc conscient de l'effet qu'auront ces paroles sur Ibn, Rica en quelque sorte prend des précautions. Il joue avec l'étonnement de son destinataire, mais également avec celui du lecteur. Je n'y eus à peine que le temps de m'étonner. C'est en quelque sorte le premier Rica des lettres persanes, celui qui découvre avec étonnement les habitudes parisiennes. Alors dans ce premier paragraphe que nous étudions, c'est d'abord au peuple que Montesquieu s'en prend à travers le regard étonné de Rica. Effectivement, ce regard éloigné, ce pas de côté, vise le mode de vie des Parisiens. On trouve le champ lexical de l'agitation, embarras, cours, vol, ce train, coup de coude, vient, me passe, demi-tour, croise, etc., etc. D'ailleurs, à l'agitation de ce champ lexical s'oppose le calme oriental. D'ailleurs, ce calme oriental que met en valeur Rica, avec une espèce de nostalgie, quand il déclare les voitures lentes d'Asie, le pas réglé de nos chameaux les ferait tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent à pied sans changer d'allure, etc. etc. Donc cela marque la courtoisie des habitants perses à l'égard des visiteurs. Et là, ça permet d'accentuer justement le manque de courtoisie des Parisiens par comparaison. La tolérance du personnage, quand il dit « passe encore qu'on m'éclabousse de la tête aux pieds », est anéanti par la brutalité des passants qui le poussent de tous côtés, qui lui font faire des demi-tours, des loopings. La bonhomie du Perse et le comique de sa situation accentuent l'impolitesse et le manque d'égard des Parisiens. Si c'était du théâtre, on parlerait de comique de situation. Un Perse en vêtements persans à Paris, bousculé par les Parisiens qui se fichent complètement de l'accueillir courtoisement. À travers le regard d'un oriental, c'est donc un portrait peu flatteur qui est dressé du mode de vie parisien. Cependant, après un paragraphe de transition, ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des mœurs et des coutumes européennes. Je n'en ai moi-même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. Espèce d'excuse de Rica. On passe sans transition, de la ligne 11, 12, 13, 14 à la fin, à la critique du pouvoir. De façon astucieuse, Montesquieu se sert de Rica pour, sur un mode comique, satirique, ironique, se moquer des Parisiens, de leur manque de politesse, de l'agitation qui règne à Paris. Également, par comparaison au mode de vie oriental, bien peut-être mettre le lecteur dans de bonnes dispositions, bien
Ainsi, sans transition, il va passer à la critique de la monarchie absolue. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Vous notez, on change de paragraphe, pas de mot de liaison, presque une rupture presque de construction. Mais c'est fait exprès. Vous le savez, Montesquieu utilise ici le regard neuf de Rica sur la société parisienne pour lancer une critique très vive à l'encontre du pouvoir. En fait, il vise à la fois le pouvoir temporel, c'est-à-dire le pouvoir royal, mais plus tard dans la lettre, vous n'avez pas à la commenter, mais si jamais vous la relisez par curiosité, vous verrez qu'il s'en prend également au pouvoir spirituel, en s'attaquant au pouvoir du pape. Alors dans les 2 derniers paragraphes que vous devez étudier, la critique de la monarchie absolue est relativement sévère. D'abord, donc, Montesquieu s'en prend à la gestion monétaire de Louis XIV. L'affirmation hyperbolique « le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe » semble flatteuse au début, mais ironiquement, elle est complètement contredite par la comparaison avec le roi d'Espagne et le roi de France. Le roi de France n'est pas comme le roi d'Espagne riche de mines d'or, il est riche de la vanité de ses sujets. L'évocation des mines d'or d'ailleurs renvoie à la puissance de l'Espagne, mais également à une forme européenne de cupidité, développée suite à la politique colonialiste de l'époque. L'Espagne et la France sont deux puissances colonialistes à cette époque, qui sont relativement cupides, qui font des guerres uniquement pour asseoir leur hégémonie. Puis Montesquieu va dénoncer les manipulations par le pouvoir en évoquant les systèmes de dévaluation et les guerres au coût exorbitant menées par le roi. Louis XIV est connu pour ses fameuses campagnes guerrières très coûteuses. La critique se fait alors une critique morale. De manière ironique, Louis XIV est présenté comme un magicien. Vous notez la métaphore relativement naïve dans la bouche de Rica, mais qui ne l'est pas du tout sous la plume de Montesquieu. Par magicien, on comprend que Louis XIV est un manipulateur. D'ailleurs, Rica va utiliser tout un champ lexical de l'illusion, exerce son empire sur l'esprit, fait penser, persuader, croit, mettre dans la tête, convaincu, faire croire. Le roi étant le représentant de Dieu sur la terre, on parle de monarchie de droit divin, il possède même une forme de pouvoir spirituel. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant. Qui est aussi une référence aux écrouelles, qui est une maladie et les rois de France, d'Angleterre notamment, étaient réputés pour avoir le pouvoir quasi magique de guérir les écrouelles en les touchant. On note également une utilisation des adverbes de gradation, même, jusqu'à, mais surtout du verbe faire croire, qui remet en cause les pouvoirs du roi. Dans ces 2 derniers paragraphes, d'ailleurs, Rica fait référence avec son langage de Perse, et c'est ça qui est sympathique, c'est d'entendre un Perse parler de choses, de réalités contemporaines des lecteurs de Montesquieu, mais avec des termes étrangers. Un peu comme si des étrangers se mettaient à parler de notre quotidien. Ça crée un décalage drôle. Alors donc effectivement, ces réalités contemporaines du lecteur de Montesquieu sont assez nombreuses. Les mines d'or, nous l'avons dit, du roi d'Espagne, qui renvoie à ses possessions, notamment au Pérou, à sa conquête du nouveau continent, ce fameux Eldorado que le roi d'Espagne, que l'Espagne est censée avoir découvert dans le Nouveau Monde. Les grandes guerres dont il est question ici évoquent les nombreuses guerres, les nombreux conflits auxquels Louis XIV a pris part. Louis XIV, qui n'est pas nommé dans le texte. Quand nous lisons un écu en vaut 2, ça fait référence aux nombreuses dévaluations qui ont eu lieu entre 1689 et 1715, date de la mort de Louis XIV. 3 ne sont qu'un renvoie bien sûr à la Sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui sont censés être 3 personnes en une. Et selon le concept chrétien, il s'agit d'un mystère qui semble assez incroyable aux yeux de l'homme étonné qui est Rica. Également, en fait, cette dernière remarque n'est pas dans le texte que vous devez commenter, elle est à la suite du texte quand il parle du pouvoir papal, donc laissez tomber cette explication. En tout cas, toutes ces idées montrent la distance ironique
entre ces événements contemporains du lecteur de Montesquieu, ces événements historiques, et le personnage de Rica, qui raconte tout d'un point de vue étonné et curieux. Ça crée donc une connivence avec le lecteur, qui accentue d'autant plus la critique de la monarchie absolue de Louis XIV. Enfin, la lettre de Rica permet à Montesquieu de livrer une critique de la cour. Le pouvoir royal serait sans effet si la cour ne se laissait pas tromper et abuser par celui-ci. L'entourage du roi est vivement critiqué. La comparaison, la vanité de ces sujets, plus inépuisables que les mines, accuse la fatuité énormissime des courtisans, qui permettent au roi d'asseoir son pouvoir. Ainsi, on note une certaine forme de corruption qui repose sur l'orgueil des nobles, les titres d'honneur, qui permet de maintenir le pouvoir en place et qui fait que les décisions du roi passent si facilement. Rica, de façon ironique, parle également de la naïveté, de la crédulité des sujets du roi. C'est pour accentuer leur fatuité. L'accumulation, ses troupes se trouvent payées, ses places munies, ses flottes équipées, ainsi que le parallélisme de construction, s'il n'a qu'1 million d'écus et s'il a une guerre difficile à soutenir, vont accentuer la facilité, l'aisance avec laquelle le roi va obtenir tout ce qu'il désire. J'espère ne pas avoir été trop décousu dans mon analyse. Prenez des notes, allez sur Internet et faites-vous votre propre fiche. Pour une fiche quand même relativement complète pour avoir beaucoup de choses à dire sur cette lettre qui est relativement riche. Alors en conclusion, vous savez que vous devez récapituler en 30 secondes, en une trentaine de secondes ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait rappeler la problématique. Quel regard Rica porte-t-il sur la société française et comment Montesquieu se sert-il de ce regard pour aller jusqu'à critiquer le règne de Louis XIV? On pourrait dire que cette lettre 24 représente toutes les lettres persanes. C'est un échantillon, mais représentatif de l'entièreté des lettres persanes de Montesquieu, car on y retrouve les 3 éléments de la démarche de Montesquieu. Premièrement, l'étonnement, qui fait percevoir les choses autrement, c'est le fameux regard éloigné. On fait un pas de côté pour aborder des réalités pourtant propres aux contemporains de Montesquieu. Deuxième élément de la démarche de Montesquieu, la fiction orientale, qui fait croire au lecteur qu'il s'agit d'une véritable correspondance entre les Persans, pour protéger Montesquieu de la censure et introduire un regard extérieur sur la réalité européenne. Et enfin, la critique de la société européenne au XVIIIe siècle sur le mode de vie des Français, mais aussi la critique du pouvoir royal, une critique finalement politique. Ensuite, si vous avez le temps et si vous jugez cela intéressant, vous pouvez faire une ouverture en évoquant d'autres textes que nous avons étudiés et qui ont un rapport intime avec la lettre 24 des lettres persanes. Alors, soit vous rappelez une autre lettre, la lettre 30, la lettre 99, ou vous pouvez faire peut-être référence également au cannibale de Montaigne ou au supplément au voyage de Bougainville de Diderot. Voilà, le cours est fini, j'espère qu'il vous sera utile.